Voilà, échange qui a donc été annoncé il y a quelques instants. 314 prisonniers qui vont donc être échangés entre la Russie et l'Ukraine. C'est le premier échange de ce type. Bruno Darroux, bonjour. On va commencer par commenter ça, puisque c'est le progrès, l'unique progrès qui ressort de ces discussions. Premier échange du genre en 5 mois, donc annoncé par Steve Witkoff il y a quelques instants. Oui, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle, des échanges de prisonniers, surtout évidemment pour les personnes concernées et leurs familles et leurs proches. Bon, mais c'est effectivement le seul élément un peu concret que l'on a à l'issue donc de ces 2 jours de négociations à Abu Dhabi. C'est bien parce qu'effectivement ça n'avait pas eu lieu depuis 5 mois, mais ce n'est pas une première. Il y a eu d'autres échanges déjà de prisonniers entre Russes et Ukrainiens à plusieurs reprises. Donc la nouvelle en soi, je veux dire par là, la nouvelle en soi est évidemment positive, mais ça n'indique pas, contrairement à ce qu'expliquait d'ailleurs Marco Rubio, qu'il y ait des avancées significatives dont on soit au courant, en tout cas, à ce stade. C'est pas l'objet de la rencontre, initialement. Non, alors ça peut faire partie de la rencontre, mais disons, oui, à la rigueur, ce serait un sujet un peu annexe, vous voyez. Il reconnaît d'ailleurs, Marco Rubio, que les points principaux restent sur la table. Après, on a effectivement des formules comme nous réfléchissons à des mesures concrètes, des solutions pratiques, bon, très bien, mais on reste un peu sur notre faim, franchement, Elisabeth, on aimerait en savoir un peu plus, et les protagonistes eux-mêmes disent qu'en gros, l'ambiance est meilleure, on se parle, mais les points de friction qui ont été rappelés dans le sujet, et qu'on évoque tous les jours sur ce plateau, restent toujours présents. C'est-à-dire, en gros, les Russes disent, non seulement le territoire qu'on a conquis en Ukraine, on veut le garder, mais on en veut un peu plus, notamment pour avoir le contrôle de 100% de la province de Donetsk. Et en face, les Ukrainiens disent, non, nous, idéalement, ce serait retrouver notre intégrité territoriale. Bon, on accepte qu'il y ait un gel du front le long de la ligne de combat, mais on va pas aller plus loin, on va pas vous donner des territoires qui nous appartiennent encore. Et en plus, ces territoires qui sont donc concentrés essentiellement dans le Donetsk sont en fait une véritable ligne de défense que l'Ukraine a érigée depuis 2014, avec des villes et des sites extrêmement importants pour la défense de l'Ukraine. Donc Kiev ne veut pas céder là-dessus. On en est là. Donc un petit pas positif. L'ambiance est meilleure, mais clairement, on n'y est pas encore. Voilà, ça n'arrange pas les affaires de cette guerre. Je vais citer la délégation américaine qui parle donc de pourparlers productifs, mais un travail significatif et pour cause reste à faire. Je rappelle que c'est pourparlers, les Européens n'y prennent pas part. Dans une interview diffusée par nos confrères de France 2 hier soir, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs rappelé tout en rondeur que la participation des Américains dans ces pourparlers restait surtout indispensable à cette heure. L'émissaire Witkoff, je l'évoquais à l'instant, le gendre de Donald Trump également, Jared Kushner, y participe. Écoutez. À mon avis, les États-Unis ont d'autres priorités sur le plan géopolitique. Mais il faut que les États-Unis comprennent que l'Ukraine, c'est important. Et c'est un point crucial de mes échanges quand je parle au président Trump. Il doit se rendre compte que l'Ukraine est importante pour la sécurité du monde. Ce que Trump doit dire à Poutine, ça n'est pas à moi de le dire. Si le président Trump sait que Poutine a peur de lui, alors il ne peut pas accepter toutes les conditions que pose le président russe. C'est Poutine qui a peur de Trump. Ce n'est pas l'inverse. Effectivement, Bruno, Volodymyr Zelensky n'a pas vraiment tort. Les Américains, quand ils rencontrent les Russes aujourd'hui, il ne parle pas uniquement d'Ukraine. Oui, c'est tout à fait bien vu. Mais évidemment, il est très bien informé, le président ukrainien, quand il dit que finalement, l'Ukraine, ce n'est pas une priorité géopolitique pour les États-Unis. C'est ça qui est nouveau dans l'approche de l'administration Trump, notamment par rapport à l'administration Biden. C'est-à-dire que encore plus qu'auparavant, parce que ça existait déjà auparavant, avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais encore plus qu'auparavant, la priorité, c'est l'Asie-Pacifique, la Chine, Taïwan, voilà, ça c'est la priorité. L'Europe n'est plus une priorité. Et l'Ukraine, il faudrait que ça s'arrange le plus vite possible, à la fois parce que ce n'est donc plus une priorité, et aussi parce que ça s'inscrit dans un cadre plus large de la part des Américains vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Un cadre plus large pour établir de nouvelles relations diplomatiques, économiques avec Moscou, entre Washington et Moscou, et d'ailleurs, à l'occasion même
de ces réunions trilatérales, où en principe les Américains font office de médiateurs, eh bien, selon le conseiller russe Kirill Dmitriev, qui joue un rôle important auprès de Vladimir Poutine et qui est sur place, il dit que des initiatives actives sont en cours, je cite, pour rétablir la relation entre la Russie et les États-Unis, notamment dans le cadre d'un groupe de travail américano-russe sur l'économie, c'est-à-dire que pendant qu'on discute à Abu Dhabi, en principe, de l'avenir de l'Ukraine, eh bien, il y a quand même un groupe de travail entre Russes et Américains pour voir comment on pourrait faire du bon business à l'avenir entre les deux pays. Merci beaucoup Bruno, qu'on va retrouver tout à l'heure à 14h dans le Club France 24. On fera aussi un état des lieux, bref, état des lieux de ce qui se passe en ce moment sur le terrain ukrainien.